trouve à mi-distance de l'équateur et du tropique du Cancer. La situation sur la côte orientale de l'Afrique, au débouché de la mer Rouge et du golfe d'Aden, lui confère une place stratégique sur le continent est-africain. Djibouti possède à la fois des frontières continentales et maritimes. 520 km de frontières terrestres au nord avec l'Érythrée, à l'ouest et au sud avec l'Éthiopie, et enfin au sud avec la Somalie. 370 km de côte s'étendent de Ras Dumera au nord et au village de Loyada au sud. Sa superficie est de 23 000 km². Les régions de l'intérieur. Au sud-est, la région d'Addis Abeba. Au centre, la région d'Arta. Au sud-ouest, la région de Dkhil, la région de Tadjoura. Au nord-ouest, la région de Bok. Et enfin Djibouti, la capitale. Chaque région de l'intérieur regroupe entre 30 000 à 40 000 habitants. Le reste de la population est constitué de nomades vivant en brousse. La République de Djibouti compte environ 700 000 habitants, dont 400 000 dans la seule ville de Djibouti. La population djiboutienne se répartit en plusieurs composantes humaines. Les Afars et les Somalis, de religion musulmane, et une importante communauté arabe d'origine yéménite, également implantée dans la capitale. En raison de son activité économique, la capitale exerce une forte attraction sur les populations de l'intérieur. Cet afflux massif de nouveaux arrivants a changé le visage qui faisait d'elle ce lieu de légende. Djibouti garde cependant son cachet typique de cité au carrefour de l'Afrique, de l'Europe et de l'Orient et offre une provision de souvenirs colorés. La République de Djibouti dispose des infrastructures de télécommunications les plus performantes. Elle est reliée par un satellite et par câble au réseau automatique international. En adéquation avec la politique d'intégration régionale de Djibouti et de son positionnement géostratégique exceptionnel, Djib Telecom est aussi une société à vocation internationale, point de chute des câbles sous-marins intercontinentaux. Elle constitue naturellement une voie de transit de communication de l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Est, centrale et du Sud pour joindre à moindre coût le réseau mondial. Dans ce cadre, Djibouti Telecom est membre du consortium pour la mise en place des câbles sous-marins. Long de 8000 km, il permettra à 15 pays de la côte est de l'Afrique d'accéder à des services de télécommunications moins chers et plus efficaces. D'un aéroport international ouvert au trafic 24 heures sur 24, grâce à sa piste longue de 3150 mètres, l'aéroport peut accueillir tous les types d'avions. Avec son aérogare rénové, l'aéroport de Djibouti a amélioré les conditions de séjour et de sécurité des passagers. Son adaptation à toutes les situations grâce à ses équipements performants et les services d'un personnel qualifié et expérimenté, des conditions météorologiques particulièrement favorables. La chemin de fer reliant Djibouti à Addis Abeba, ce sont donc les importations qui occupent la grande partie du trafic. Elles sont principalement composées de légumes et de fruits. En raison de cette vétusté, la ligne de chemin de fer reliant Djibouti à Addis Abeba n'est plus en mesure de faire face à l'augmentation des flux de marchandises entre les deux pays. Le chemin de fer n'assure plus que 10% du trafic commercial éthiopien. Les travaux sont pourtant en cours, mais ils prendront du temps. Il dispose également d'un port international très moderne et qui peut accueillir les bateaux de la 3e génération. Il est situé au carrefour des routes maritimes d'Europe, d'Extrême-Orient, du Golfe arabo-persique et de l'Afrique. C'est le principal port du pays avec un service régulier. Le port de Djibouti
a une capacité de plus de 10 millions de tonnes par an, une zone franche de 14 hectares et dispose de 10 quais sécurisés et bien équipés. Le terminal à conteneurs est dirigé par un service spécialisé au sein de la direction du port, responsable de l'exploitation des équipements. Le terminal à conteneurs, clos et gardé nettement séparé du reste du port, et dispose de son propre accès routier et ferroviaire. Il comprend 2 quais de 400 mètres et un tirant d'eau de 12 mètres. Il offre un parc à conteneurs de 220 000 mètres carrés. Il est équipé de 4 portiques de quai. Ainsi, la capacité d'opération du terminal à conteneurs est portée à environ 350 000 EVP par an, dans des conditions de productivité et performance améliorées. Le port de Doralo dispose d'un terminal pétrolier pouvant stocker les produits raffinés d'hydrocarbures d'une capacité totale de 240 000 m3 et compte stocker dans un proche avenir une capacité allant de 400 000 m3 à 450 000 m3. Ce qui lui permettra de devenir le premier réservoir indépendant de la corne de l'Afrique, au service de 400 millions de consommateurs des pays du Colza. La République de Djibouti fait partie de ces lieux privilégiés, terre des extrêmes. Un pays unique qui laisse l'impression d'avoir été immergé pendant quelque temps dans un ailleurs où il fait bon découvrir, après la pierre, la félicité d'une mer aux températures exotiques, un mélange d'enfer et de paradis où seule la beauté ressort toujours gagnante. La première tâche de la garde fut de régulariser la situation avec ses voisins immédiats. Il signa un traité d'alliance et de protectorat avec le sultan de Tadjoura, puis avec le sultan de Gobrat. La garde signa encore un traité avec le notable Issa. En juillet 1885, Obok comptait 800 habitants. En 1886, il y en avait 2000. Les autres commerçants étaient essentiellement d'origine arabe yéménite. Le reste de la population était composé de Somaliens issus des Zélars et d'Afars venus de continents avoisinants. Les conflits répandirent et chacun chercha l'amitié et l'appui du puissant roi Ménélik. C'est dans le cadre de cette lutte que la garde fut amenée à créer Djibouti et abandonner Obok. Le site était connu des navigateurs arabes qui venaient s'y abriter ou prendre de l'eau. Des puits existaient à Angoulé et à Doralé, quelques campements et ça s'y fixaient saisonnièrement. Djibouti au tout début n'était qu'un marché sur les plateaux. Le succès fut rapide, des commerçants des villas achetèrent des caravanes, la ville s'ordonna autour de 3 pôles en fonction des besoins commerciaux, administratifs et de l'habitat. Les ports et les maisons de commerce, les bâtiments de l'administration coloniale, les maisons des Européens, les marchés et les quartiers indigènes. La première mosquée Saïd Hassan fut édifiée en surplomb de Khor Burhan. Le marché central descendu au pied du rocher à Madripouri au point de départ et d'arrivée des caravanes. Il porta longtemps la place de Chameau. Deux grandes entreprises nouvelles allaient leur donner le visage qu'elles gardaient jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Les salines et le chemin de fer. À peine, il fallait s'enfoncer dans un pays désertique. La construction du chemin de fer, les plateaux du Serpent étaient tout indiqués pour l'installation du chemin de fer. Le personnel d'origine locale non spécialisé travaillait en qualité de manœuvre. Il était composé d'Arabes et de Somalis. Ils étaient au nombre de 2500. La compagnie s'assura de personnalités locales telles que Délé Batel en qualité de responsable de recrutement des ouvriers et du bon ordre. Si les infrastructures se modernisent, le monde du commerce en fut autant.
nos jours. En 1917, la ligne d'unité Addis Abeba est ouverte officiellement au commerce. La société de salines de Djibouti fut créée par un industriel, M. Lafaye. Les premières salines furent implantées en 1906 à l'ouest de la plaine inondable sur une superficie de 3 hectares. Elle s'agrandit rapidement pour occuper 40 hectares en 1917. Les salines produisaient en 1913 presque 2800 tonnes de sel et le premier marché d'exportation fut celui de l'Éthiopie. Dans les années 30, durant cette période, les salines qui occupaient 450 hectares atteignirent leur plus grande activité pour porter à 77 000 tonnes leur production. Elles exportaient donc vers l'Éthiopie mais aussi vers l'Inde et le Japon. Le port au sel était implanté au sud de la baie derrière le site actuel Angola et Arriva. Le service de la poste commença à se moderniser. Il hérita en 1920 le télégraphe de la Marine nationale. La liaison avec l'Éthiopie passait par un fil lié au chemin de fer franco-éthiopien. Le service de santé comptait l'hôpital intercolonial de 44 lits, l'actuel Pelletier, une infirmerie Pierre Pascal pour les indigènes. L'enseignement primaire fut assuré par l'école des garçons de la République. L'enseignement privé de la maturité de Sœurs franciscaines de Calais accueillait les filles et l'école franco-islamique a été créée par les soins de M. Koubèche. Ainsi, Djibouti commençait à prendre les allures de grande ville, mais elle restait limitée par les installations sommaires de son port. C'est un événement fortuit qui permet de changer complètement la structure du port. Le 12 juillet 1926 arriva en rade le Fontainebleau. Le feu s'était déclaré à bord. Il n'y avait pas de possibilité sur place pour éteindre l'incendie. Le 13 juillet à 10h, le bateau s'échouait et se couchait sur le tribord au milieu de la rade. On eut alors l'idée de relier l'épave au plateau du Marabout. Afin de réaliser un port en eau profonde, il fallait lancer une jetée de 700 mètres de long. La première tranche fut achevée en 1935, ainsi naquit Djibouti. Au moment où les vents de la décolonisation française soufflaient sur une bonne partie de l'Afrique, Djibouti n'était pas en reste. Déjà en 1948, Mahmoud Harbi était président du syndicat des travailleurs, connu sous le nom de Jean de Mer en 1935, premier syndicat à l'échelle du continent. Grâce à la grève générale qui avait paralysé le pays, Harbi se faisait connaître par ses compatriotes et devenait député. Il souhaitait apporter à son peuple les promesses de le guider vers l'émancipation et l'indépendance. Ses adversaires majoritaires étaient farouchement opposés à l'indépendance de la côte française de Somalie, estimaient que le peuple n'était pas préparé à assumer pleinement sa souveraineté. Appuyé par l'administration coloniale, l'UNI l'emportait pour le maintien de la CFS au référendum de 1958. Le 24 décembre, les partisans du MI, Hassan Bouled et Mohamed Kamil entrent dans le gouvernement. M. Harbi démissionne de son poste de vice-président. Ainsi s'achève une année riche en péripéties pour le territoire. Le grand rêve de Mahmoud Harbi s'est écroulé, lui-même quitte Djibouti quelques mois plus tard pour ne plus y revenir. En 1960, il assiste au fait de l'indépendance de la Somalie. Au mois d'octobre de la même année, Harbi trouva la mort tragiquement dans un accident d'avion entre Genève et Le Caire. Entre 1960 et août 1966, la côte française de Somalie a eu plusieurs changements de gouvernement. La situation politique, économique et sociale n'a cessé de se dégrader, ce qui avait provoqué le mécontentement de certaines personnalités politiques. Au mois d'octobre 1964, Jacques Foccart, secrétaire général de l'Élysée, a effectué une visite de 3 jours en côte française de Somalie. Pendant ces temps, Absi Bouh, leader politique du Parti du Mouvement Populaire, dénonce par un bulletin la décadence politique. Il affirme que les élections sont truquées et demande la reconnaissance des droits politiques, syndicaux et spirituels, la réforme des lois électorales, la réélection d'une nouvelle assemblée et l'ouverture de pourparlers entre la métropole et les territoires pour l'indépendance. La situation économique et sociale est catastrophique. Certes, le trafic du chemin de fer et du port s'accroissent, mais tout cela ne profite pas directement aux populations. Dans l'intérieur du pays, les nomades vivent de la même manière qu'avant l'arrivée des Français.
La situation sociale est aggravée par la présence permanente du chômage. Le coût de la vie est très élevé du fait de la présence d'une importante communauté européenne à fort pouvoir d'achat. Le coût de la construction de loyers est prohibitif. Les logements de standing correct sont pratiquement inaccessibles aux populations et demeurent l'apanage des Européens. Ils bénéficient de surcroît de nombreux avantages en nature, logement, eau, électricité, véhicules, domesticité, rapatriant le 2 tiers de leurs soldes en métropole sous forme d'économie exemptée de tout impôt du fait de la situation fiscale privilégiée de Djibouti. Ce bulletin s'élève aussi contre la misère, l'oppression, l'inégalité et l'ignorance menée par les représentants du gouvernement français. Le retard intellectuel du territoire était énorme. La scolarisation de la population étant demeurée jusqu'en 1950 le dernier souci de l'administration coloniale. Dans un territoire qui ne possédait aucune ressource à exploiter, on éprouvait nul besoin de former une classe moyenne, les postes supérieurs aux moyens étant tenus par des Européens. Les Français de Djibouti ne manifestèrent aucun intérêt pour l'instruction des jeunes djiboutiens. Le caractère tardif du développement de l'instruction faisait que l'élite intellectuelle était encore peu nombreuse en 1966. La première bibliothèque publique éducative ne sera mise à la disposition de la jeunesse de Djibouti qu'en 1967, soit 105 ans après la signature du premier traité consacrant l'installation de la France dans la région. Avec l'accession à l'indépendance des États d'Afrique occidentale et équatoriale, un nouveau motif de crainte apparaît chez l'administration coloniale. Le terme indépendance est proscrit du vocabulaire du journal Le Réveil de Djibouti. Les pourparlers, les dialogues, le gouvernement refuse de les engager et choisit la voie de la répression. C'est à partir de cette crise politique que le PNP de Opsi-Ebouh et l'idéal de Orbiso Gabito seront l'instigateur de la manifestation de masse en août 1966 pour l'arrivée du général de Gaulle au cri d'indépendance poussé par la foule. Des incidents éclatent après le passage du cortège entre diverses tendances. Et le 26 août 1966 à 16h30, place Lagarde, le général de Gaulle donne l'ordre de déblayer la place. La Légion intervient brutalement à coups de grenades lacrymogènes et offensives. En moins de 10 minutes, la place est déserte, la foule a été rejetée dans les quartiers autochtones. On dénombre une centaine de blessés et une vingtaine de morts qui jonchent le sol, criblés d'éclats de grenades, écrasés par des barrières métalliques qui se sont renversées et piétinées par la foule. De retour de l'Éthiopie, le général de Gaulle fait escale à Djibouti. La ville est bouclée par l'armée. Les autochtones n'ont pas accès aux avenues empruntées par le cortège officiel. La question de l'évolution vers l'autonomie paraît définitivement enterrée. Ainsi commence la répression sur les leaders djiboutiens, des perquisitions dans les maisons, dans les locaux, Opsi-Ebouh déjà condamné en 1963 à 9 mois de prison. Il verra sa peine augmentée de 6 ans pour avoir réclamé avec Chero et d'autres leaders de l'opposition publiquement leur soutien pour l'indépendance. Le PNP est dissous et les biens sont confisqués. Un grand nombre sont emprisonnés, des familles entières sont expulsées vers la frontière, des camps de concentration s'organisent où on pratique la torture et on tue. Des barbelés entourent la ville. Pour Djibouti, la répression policière a débuté. Elle durera des années. Qui dira combien de victimes sont tombées durant ce jour sombre? L'ordre règne à Djibouti. Mars 1967, l'UNI l'emporta par 61% après que les ECAL, qui contrôlaient le vote de leurs sujets, eurent tous été achetés. Ali Arab devient président du conseil de gouvernement du territoire français des Afars et des Issa, nouvelle appellation significative de la volonté française de tabler sur la division raciale. En décembre 1972 et janvier 1973, 2 mois terriblement éprouvantes où le contrôle d'identité n'a pas cessé. Dès lors, le barrage devint le mur de la honte.
En janvier 1973, Pompidou est reçu dans le silence et le mépris d'un peuple humilié. Vous êtes français parce que vous voulez l'être et le rester. Et personne ne pourra aller contre cette vérité d'évidence. Les leaders de l'opposition avaient d'ailleurs demandé aux habitants de rester chez eux afin d'éviter un bain de sang. En février 1973, on assiste à la fusion de l'Union populaire de Hassan Bouled et de la Ligue pour l'avenir et l'ordre d'Ahmadiyya qui donne naissance à la Ligue populaire africaine qui désormais sera le parti qui regroupe l'ensemble de la population du TFAI, mais la lutte va se radicaliser. Le 14 novembre 1974, le LPA devient la Ligue populaire africaine pour l'indépendance, soutenue par l'OUA et la Ligue arabe. Il entend s'ouvrir au monde entier pour avoir un soutien régional, continental et international. Le 22 mai 1975, le mémorandum est présenté au gouvernement de la République française par la Ligue populaire africaine pour l'indépendance. Conscients de représenter les aspirations et les intérêts légitimes de notre peuple, nous affirmons aujourd'hui, solennellement, que seule l'indépendance de notre pays pourra en assurer la paix intérieure et extérieure dans le respect de sa dignité. La Ligue se pose en seul représentant légitime de l'ensemble de la population pour exiger une indépendance négociée avec la France. Devant cette ultime manœuvre, un bon nombre de parlementaires se désolidarisent avec l'actuel gouvernement et se mettent dans l'opposition. L'affaire de Loya Ada vint dès février envenimer une situation déjà compliquée. Un commando du FSCS avait enlevé un quart d'enfants de militaires français à la frontière. Plusieurs victimes étaient tombées, dont 2 enfants. On peut deviner que l'image de la France aux yeux du monde fut quelque peu ternie. Au cours du premier trimestre de 1976, le pouvoir français consent à inviter la LPAI à exposer son point de vue sur l'indépendance et à faire partie de la table de négociation avec tous les partis concernés. L'actuel chef de l'État était parmi la délégation. De son côté, la Ligue devenue un mouvement de masse et réaffirme que la participation de tous les nationaux aux consultations populaires est une exigence fondamentale. Aussitôt, un gouvernement provisoire était constitué, sous l'égide d'Abdallah Kamil, avec 8 membres de la tendance de Barkhad Gourad et 2 ministres de la LPAI. En 1977, à une écrasante majorité de 98% de votants, la population opte dans un calme parfait pour l'indépendance et élit une nouvelle assemblée de 65 membres. Moins de 2 mois plus tard, le 27 juin, l'indépendance nationale est proclamée. On se prépare à bâtir une nation progressiste, socialisante, antitribaliste et nationaliste. Le nouvel État n'entend pas rompre avec la France. 7 accords de coopération sont aussitôt signés. Le très populaire Hassan Bouled est élu à l'unanimité par le député, président de la République et chef du gouvernement, ainsi naquit la République de Djibouti. Hassan Bouled Abidjan est né en 1916. Sa carrière politique a commencé en 1950 quand il est devenu sénateur dans le Conseil des représentants à Paris et membre de la Chambre des députés. Celle-ci s'est poursuivie dans la foulée lorsqu'il devint président du Conseil de gouvernement entre 1959 et 1960, puis ministre de l'Éducation nationale dans le cabinet de l'administration locale. Hassan Bouled a été élu président de la République par la Chambre des députés le 27 juin 1977. Tout de suite, il forme son cabinet et nomme l'actuel président le plaçant à la plus haute fonction de l'État, la sécurité intérieure et extérieure de la République, poste qu'il assurera pleinement où la sécurité publique et politique est de rigueur. En 1979, il fut l'artisan de la création du parti le Rassemblement populaire pour le progrès, dont il devint le président.
Dans les années 81, l'Assemblée vote la première loi organique qui met en place le pouvoir exécutif de la République de Djibouti. La même année, au mois de juin, le président Goulet est élu au suffrage universel avec plus de 84% des votes exprimés. En 1986, le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD et dont le siège se trouve à Djibouti. En 1991, le début du déclenchement du conflit armé au nord et au sud-ouest entre les forces armées gouvernementales et le Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie. De tous les événements survenus dans le pays, celui qui l'a plus affecté, c'est le conflit armé, lui qui tenait beaucoup à l'unité et à la fraternité, eut du mal à comprendre ce qui venait d'arriver à son peuple. Le premier trimestre de 1992, mobilisation générale pour le renforcement des forces armées et de la police suite à la reprise des hostilités. Le 4 septembre 1992, adoption d'une nouvelle constitution instaurant le multipartisme, la limitation des partis politiques à 4 et le respect des libertés et des droits de l'homme. En mai 1993, le président brigue un troisième mandat pour la magistrature suprême. Malgré que le pays est divisé à cause du conflit, il obtient 60% du suffrage universel. C'est dans ce contexte que le président Goulet donne sa pleine confiance à son chef de cabinet et devient l'homme de la situation pour trouver une issue à cette guerre. L'année suivante, il ouvre des négociations avec la rébellion, avec l'aide de son chef de cabinet et du Premier ministre Barkhad Goulet. Le 26 décembre 1994, signature des accords de paix et de réconciliation nationale entre le gouvernement et le FRUD, mettant fin au conflit armé engagé en 1991. L'homme du 27 juin 1977 avait comme souci premier son peuple et la souveraineté nationale de son pays. Il avait soutenu notre jeune République du jeu de ses voisins. Il avait aussi bien manœuvré en restant neutre pendant le conflit de ces deux géants, la Somalie et l'Éthiopie. Son successeur, l'actuel chef de l'État, a su aussi à son tour bien manœuvrer en imposant la neutralité lors de la guerre érythro-éthiopienne. Malgré les difficultés de la vie, Goulet nous a appris à rester dignes et fiers. En faisant de Djibouti un havre de paix où la sécurité publique et la stabilité politique est une exigence fondamentale pour la démocratie. 5 ans plus tard, il décide de quitter le pouvoir, estimant qu'il avait droit au repos. C'est une nation en paix qui assiste au passage de terrain entre le père de la nation et Ismaël Omar Guelleh le 9 avril 1999. À 90 ans, après une vie bien remplie, il a été rappelé à Dieu le 21 novembre 2006. Né le 27 novembre 1947, Ismaël Omar Guelleh est le fils d'Omar Guelleh qui, dans les années 30, faisait partie de la première vague d'instituteurs autochtones avant de travailler pour le compte de la compagnie des chemins de fer franco-éthiopiens. Il est aussi le petit-fils de Guelleh Batal, une des figures des notables djiboutiens qui co-signèrent les traités additifs avec la France. C'est en 1964, à l'âge de 18 ans, qu'Ismaël Omar Guelleh occupe son premier emploi au sein de la police, appelée Sûreté Générale. La période de lutte pour l'indépendance, au cours de laquelle il a fait preuve d'un engagement très actif, entraînant en 1974 son éviction du corps de la Sûreté Générale. Il n'avait que 30 ans lorsque Goulet le nomme chef de la sécurité intérieure et extérieure, la plus haute fonction de l'État. En 1979, il dirigera la commission culturelle du parti RPP. En 1987, il intègre la plus haute instance politique de cette formation et devient membre du bureau politique. Ainsi était tracée la carrière politique de ce jeune militant pour succéder au président Goulet. Dès sa nomination à la magistrature suprême, Ismaël Omar Guelleh avait comme objectif la recherche de la paix. En faisant de la République une nation pacifiée, il a permis à tout citoyen, quelle que soit son origine, de vivre en paix dans une société démocratique. Il a cherché à faire disparaître le clivage stérile en tendant la main à toutes les bonnes volontés et entamé des négociations avec le FRUD en 2001, comme il l'avait fait en 1994. Il a joué un rôle dans la sous-région. Ce succès a en effet contribué au rayonnement de la diplomatie djiboutienne. En 1999, et malgré une situation chaotique difficile à gérer, M. Ismaël Omar Guelleh a pu relever le défi.
Nous avons effectivement pensé suivre le chemin de notre prédécesseur, à savoir que Djibouti ne peut survivre qu'avec la paix. Une paix intérieure et une paix régionale. Compte tenu de nos moyens trop modestes, n'est-ce pas, nous avons pensé qu'un pays ne peut attirer des investissements, ne peut survivre, et une démocratie ne peut en aucun cas survivre si la paix n'est pas dans tous ces termes, n'est-ce pas, en place dans le pays. Pour cela, nous avons effectivement consolidé la paix avec les accords de 2001, qui ont suivi les accords de 1994, n'est-ce pas? Je suis l'initiateur d'abord de l'accord de 2001 avec le défunt M. Ahmedine. C'est moi qui avais voulu qu'on finalise cette paix qui a été réalisée en 1994, n'est-ce pas? Et ensuite, nous avons pensé aussi à nos frères somaliens avec lesquels nous avons donné les moyens, si vous voulez, ou la chance de pouvoir s'entendre. Ces démarches ont abouti, certains n'ont pas abouti, mais toujours est-il que la paix est toujours valable, n'est-ce pas, est toujours en vigueur, et chez nous et dans la région, c'est nous qui avions réussi à remettre, si vous voulez, en paix ou renouer les liens entre le président Omar Hassan Ahmed al-Bashir et l'ancien Premier ministre, M. Saad al-Mahdi, ici à Djibouti, à la demande du gouvernement soudanais. Quant à l'Éthiopie et l'Érythrée, nous avons fait ce qu'on a pu, mais il est essentiel que nous la poursuivions et que nous recherchions toujours la paix, aussi bien politique, économique que sociale. En 1999, dès son élection, il a créé un département chargé des droits de l'homme. Il a même tenu à organiser pour la première fois dans l'histoire de notre pays un forum de réflexion sur les droits de l'homme. Les membres de la société civile ont pu en effet faire le bilan de la situation de Djibouti en la matière et dresser des perspectives. Nous avons participé à plusieurs réunions à l'extérieur, mais soit sur le plan régional et sur le plan international. Il y a le ministère, la Commission nationale des droits de l'homme travaille, n'est-ce pas, et en ce qui nous concerne, nous pensons que notre examen de conscience se fait tous les jours et à chaque instant, parce que le droit de l'homme, ce n'est pas une question médiatique, ce n'est pas l'affaire d'une ONG, n'est-ce pas? C'est la vie de tous les jours. C'est le droit d'avoir un toit, le droit de s'éduquer, le droit de vivre en paix, le droit d'avoir un logement décent, le droit d'avoir du travail, le droit de s'exprimer bien sûr, mais le droit à l'intégrité physique de toute personne humaine, n'est-ce pas? C'est ce travail vaste qui est le nôtre. Je pense que nous faisons ce que nous pouvons. Nous sommes disposés à recevoir n'importe qui. Nous sommes le seul pays de ce continent où il n'y a jamais eu d'exécution. Nous sommes le seul pays qui n'a plus de loi d'exception. Nous sommes le seul pays qui n'a pas de détenus politiques chez nous, n'est-ce pas? Tous ceux qui enfreignent la loi ressortent du cadre du droit commun, n'est-ce pas? Je défie quiconque de la démocratie, les droits de l'homme, ce n'est pas pour faire pour se complaire devant la communauté internationale, mais c'est pour nous-mêmes.
c'est pour nos gens, c'est pour notre population d'abord, n'est-ce pas? Pour qu'une société qui n'est pas en paix avec elle-même ne peut pas avancer. Les gens ne peuvent pas vivre dans un pays où ils ont peur. Ce n'est pas possible, ça. Donc, quel intérêt aurait un gouvernement de pouvoir torturer ses compatriotes? Moi, j'estime que il y a des lois qui sont faites. Ceux qui enfreignent la loi doivent être punis conformément à la loi. Point final. Une fois la paix intérieure assurée, il avait comme ambition d'apporter aux Djiboutiens et Djiboutiennes la perspective d'une vie matérielle meilleure. Il s'est personnellement impliqué dans l'action de développement économique. La maîtrise du coût de l'énergie, l'augmentation des ressources en eau potable, le renforcement du secteur agricole, le développement des infrastructures routières, portuaires, ferroviaires et aéroportuaires, ainsi que d'autres structures se sont modernisées avec succès pour entrer dans le XXIe siècle. En équilibrant les finances publiques du pays, en régularisant progressivement les arriérés de salaire, en rétablissant les caisses de retraite, en maintenant l'emploi public, il a remporté certes une victoire. Il se trouve qu'en matière de coût d'énergie, les factures restent encore très élevées ainsi que l'eau. Les principaux handicaps de notre pays qui freinent notre développement sont l'énergie et l'eau. Comme vous savez, nous avons entrepris une grande étude, n'est-ce pas, une vaste étude en ce qui concerne l'eau. Les études, les eaux de surface, les forages, les retenues, les citernes enterrées, qui va nous coûter plus de 4 milliards de francs Djibouti. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, contre la sécheresse, contre la désertification, et pour pouvoir donner la possibilité à tous les investisseurs étrangers qui viennent, la possibilité d'avoir de l'eau en quantité suffisante. De même l'énergie. Nous avons, si vous voulez, entamé une politique tous azimuts de rechercher de l'énergie partout, de l'éolienne, du solaire, de la recherche pétrolière. Nous allons signer un protocole d'accord avec la raffinerie de Djibouti, avec un groupe koweïtien, n'est-ce pas, et un autre projet d'installation de turbines à gaz à Doralé qui va nous permettre de co-générer 400 mégawatts d'électricité et 80 000 mètres cubes d'eau dessalée. Notre coopération avec l'Islande le groupe islandais de la ville de Reykjavik ont entamé les travaux de forage et de prospection géothermique. Une société privée et l'EDD viennent de signer aussi un autre accord pour l'installation d'une centrale solaire de 40 mégawatts. Nous avons également un accord d'interconnexion avec l'Éthiopie qui va également, ce projet va être en service dans 2 ans, je crois en 2009, opérationnel en 2009. Sans compter un autre projet avec la Banque mondiale d'installation de certaines éoliennes à Yoboki, au Grand Barra, à Arta et à Holhol, je crois. Tout ça pour vous dire que nous n'épargnons aucun effort pour pouvoir soulager et notre population et permettre au développement industriel du pays, parce que chaque investisseur est rétif, n'est-ce pas, de venir investir à Djibouti dès qu'il s'aperçoit que l'électricité coûte si cher
il demande d'être enfin, il s'excuse de ne plus pouvoir investir à Djibouti. Cela est notre préoccupation majeure. Messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ministres, je demande que la concertation et la participation doivent être la règle dans tous les domaines de l'action gouvernementale d'abord. Ensuite, il importe dans ce cadre de développer le dialogue social afin que notre démocratie politique progresse au même titre que notre démocratie sociale. En mai 2005, lors du premier conseil des ministres de son deuxième mandat présidentiel, il a établi la feuille de route en définissant les grandes lignes de son action. Nous avons engagé un certain nombre d'initiatives et un certain nombre de projets fort ambitieux, n'est-ce pas, en matière de logement, en matière d'infrastructures routières, en matière d'électricité, en matière de développement hydraulique, n'est-ce pas? Mais nous avons vu que il y avait un décalage dans la mesure où avec tous ces emplois ouverts, n'est-ce pas, et tous ces crédits investis dans le pays, une partie de la population n'arrivait pas à s'accrocher, n'est-ce pas, surtout les jeunes et les ruraux, n'est-ce pas, n'arrivaient pas à s'accrocher et à pouvoir sortir de la misère, n'est-ce pas. C'est pour cela que nous avons mis cette initiative qui a, comme vous le savez, rencontré des échos favorables de la communauté internationale. Nous venons de participer à une initiative analogue, n'est-ce pas, à la conférence des donateurs du Maroc, n'est-ce pas, à laquelle nous avons participé sur invitation de nos frères marocains et qui nous permet aussi de voir plus clair dans ce domaine et pour la réussite de notre prochaine conférence des donateurs. La jeunesse est le premier vecteur de l'avenir d'un pays et à rendre obligatoire l'enseignement fondamental jusqu'à l'âge de 16 ans. Il a renforcé la formation professionnelle, il crée le service national adapté pour les jeunes déscolarisés et surtout, dès son premier mandat, la création de l'Université de Djibouti pour donner une plus grande égalité dans l'accès au savoir. Ce sont là des actions qu'il avait entreprises pour les jeunes tout au long de son premier mandat. Par notre capital et notre potentiel doit se baser sur les ressources humaines. J'estime que notre capitale et notre potentiel de la jeunesse et se miser sur les ressources humaines. Vous savez, en 1999, il y avait un goulot d'étranglement au niveau de la classe de 6e. La première chose que j'avais fait était d'abolir d'abord cela. Nous avons même pris une vieille caserne, n'est-ce pas, où nous avons créé des salles de classe pour tous ceux qui étaient évincés de l'école et qui devaient partir à la vie active alors qu'ils n'avaient pas 16 ans. Ensuite, nous avons ouvert le baccalauréat, nous avons multiplié les classes, n'est-ce pas, de seconde et ainsi de suite jusqu'à et nous avons envoyé énormément de jeunes à l'extérieur pour répondre à la demande pressante en matière d'enseignants, en matière de médecins, en matière d'ingénieurs, en matière de cadres supérieurs et de cadres intermédiaires. La loi d'orientation de l'éducation nationale a donné ses effets cette année. Je peux dire et affirmer que le taux de scolarité de nos enfants, nous avons dépassé le cap des 75%.
nous avons les premiers médecins envoyés en 99-2000, n'est-ce pas, qui rentrent cette année. Qui rentrent cette année de Cuba et de l'Italie. D'autres sont rentrés du Mali, d'autres sont rentrés de la Tunisie et du Maroc. Nous allons monter cette année notre première école de médecine. Nous avons mis en chantier l'université. Nous allons cette année aussi ouvrir des collèges intermédiaires, des collèges qui permettront aux enfants de pouvoir partir à la vie active et professionnelle, n'est-ce pas, dès la seconde. C'est-à-dire nous allons monter des collèges d'éducation technique et professionnelle. Ils pourront remplir la classe intermédiaire de techniciens et d'ouvriers spécialisés. Nous allons rouvrir l'école d'Arta, école hôtelière, avec l'appui de la Tunisie. Nous allons également rouvrir le centre de formation professionnelle des pêcheurs à Obok. Et c'est pour vous dire que les résultats sont probants et ça nous encourage à aller de l'avant. Le président de la République s'est engagé en faveur des droits des femmes et de l'amélioration de leurs conditions de vie. Il a porté des projets destinés à donner aux femmes djiboutiennes les moyens de réaliser leur ambition légitime. Aujourd'hui, 2 femmes sont ministres, 7 femmes sont au Parlement. La présidence de la Cour suprême est confiée à une femme et de nombreux postes de la fonction publique sont occupés par des femmes. Des femmes sont également membres des conseils régionaux. De plus en plus de femmes djiboutiennes, membres d'associations et d'ONG locales, sont associées et encouragées à prendre part aux prises de décisions et aux discussions au cours des réunions nationales. Il a créé aussi le Grand Prix du chef de l'État qui est attribué chaque année le 8 mars à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. La promulgation d'un nouveau code de la famille est une véritable consécration des droits de la femme à Djibouti. J'estime que la femme a les mêmes droits que l'homme, n'est-ce pas? Elle a la même mentalité, elle a les mêmes forces vives, elle fait partie des forces vives de la nation, elle peut et doit contribuer au développement de notre pays. Pour cela, toutes les portes leur sont ouvertes, depuis toujours, n'est-ce pas? Les premières institutrices de notre pays sont déjà parties à la retraite, n'est-ce pas? Donc, elles doivent, dans les écoles, j'estime que le pourcentage de réussite sont largement supérieurs, n'est-ce pas, à ce qu'elles étaient avant, ou identiques ou équivalentes aux garçons, n'est-ce pas? Donc, et cela dans tous les domaines. Elles sont pilotes, comme elles sont ingénieurs, comme elles sont médecins, comme elles sont militaires, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'il faut que notre pays arrive à donner à la femme sa place complète dans la société. Et cela, nous allons, c'est le temps qui veut ça, c'est le temps qui veut ça, il n'y a pas de... vous savez, en bourse, c'est la femme qui travaille, c'est pas l'homme. Hein. L'homme se dit gardien, n'est-ce pas, et défenseur de la communauté ou de la famille. Mais qui travaille, qui garde les chèvres, qui ramène, qui traite, qui fait la maison, qui fait la cuisine, c'est toujours la femme. Qui va aller vendre le lait, c'est la femme, n'est-ce pas? Donc c'est dans la même lignée, parce qu'il y a d'autres sociétés musulmanes dont la femme ne travaille pas. Mais chez nous, c'est pas pareil. C'est pas pareil. La femme a toujours travaillé. Et elle doit continuer à travailler, même lorsqu'on est devenu citadin, je suppose. La femme a toujours été à l'avant-garde
de tous nos efforts, n'est-ce pas, en matière de libération nationale, en matière de construction nationale, n'est-ce pas. Elle doit continuer et elles ont laissé des traces indélébiles sur notre histoire, n'est-ce pas. Avec le soutien de Dubaï, il a lancé l'un des plus gros projets d'infrastructure jamais réalisés en Afrique de l'Est. La construction du complexe portuaire de Doralé, qui comprend un terminal pétrolier, un terminal à conteneurs et une zone franche commerciale, et viendrait s'ajouter entre autres le projet de raffinerie de Doralé et celui de la construction d'un pont reliant Djibouti au Yémen, ainsi que la rénovation du chemin de fer qui pourra desservir une bonne partie des pays du Conesa. Grâce à la clairvoyance du chef de l'État, Djibouti se tourne vers l'avenir et s'ouvre un chemin vers le progrès en devenant un véritable carrefour entre l'Orient et l'Afrique. Je pense à une nation en paix avec elle-même d'abord, une nation prospère, une nation où il fait bon vivre, une nation qui assure l'avenir de ses enfants par elle-même, qui arrive à se développer et qui participe à la consolidation de la paix dans le monde. Je pense à une nation vivante et une nation qui avance. Yeah.